Je veux dire, je voudrais faire de la philosophie à la manière des policière. Il faut faire cette plongée que j'appelle chaosmique. Dans l'idée qui paraît d'abord... Les vendredis de la philosophie sont consacrés aujourd'hui à Wittgenstein. Longtemps, Wittgenstein est resté connu pour son Tractatus Logico-Philosophicus, seul ouvrage publié de son vivant. Cet ingénieur de formation s'était orienté vers la logique et opposait aux profondeurs philosophiques un usage clinique du langage. Il prétendait guérir ainsi la philosophie de son verbiage séculaire sur l'essence des choses. Lu surtout par les Anglo-Américains, Wittgenstein ne fut découvert que tardivement sur le continent européen, lorsque les traductions de ses autres œuvres ont révélé une pensée plus complexe. La méconnaissance a cédé la place à une fascination pour un homme étonnant, viennois puis britannique d'adoption, architecte, instituteur et musicien. L'inspirateur de ce qu'on appelle la philosophie du langage suscite plus que jamais de nouvelles traductions et diverses interprétations. Pour les découvrir, j'ai invité Christiane Chauvirey, professeure de philosophie à l'Université de Paris 1, Elisabeth Régal, chercheur au CNRS et directrice des éditions TER, et Antonia Soulez, professeure de philosophie à l'Université de Paris 8. Alors, il y a une actualité de traduction, notamment les fiches, et chez Gallimard, plusieurs livres dont on va parler. Je voudrais peut-être quand même qu'on commence, si vous le voulez bien, par, bon, sinon un exposé pédagogique, mais une petite présentation, parce que, bon, on connaît le nom de Wittgenstein, on connaît de plus en plus l'homme Wittgenstein, mais je dirais sa pensée est méconnue, ses œuvres sont un peu encore méconnues pour ceux qui, malgré tout, eh bien, ont un peu quelques lumières en philosophie. Alors, est-ce que vous voudriez bien, par exemple, Christiane Chauvirey, nous dire en peu de mots, nous faire une petite présentation de ce que représente, ce qu'a été la rupture, en quelque sorte, Wittgenstein dans l'histoire de la philosophie? Oui, alors je vais d'abord rappeler ses dates. Il est né en 1889 et mort en 1951. Alors, il est un des initiateurs du tournant linguistique en philosophie, au début du XXe siècle, à la suite de Frege et Russell. Et sa caractéristique est d'avoir recommencé la philosophie à zéro, si on peut imaginer une pareille chose, et ce deux fois, puisqu'il l'a fait d'abord dans le Tractatus, que vous mentionniez tout à l'heure, et puis dans l'ouvrage fondamental de sa seconde philosophie, Recherche philosophique. Et dans les deux cas, il a essayé, en s'inspirant de philosophes positivistes, au début, d'éradiquer la métaphysique, en la renvoyant en son propre non-sens, et cela en se basant sur une analyse du langage, révélant les propositions métaphysiques comme des non-sens. Et puis, ce mouvement se poursuit dans la seconde philosophie, mais de manière beaucoup plus concrète. C'est une philosophie du concret, alors que le Tractatus était terriblement abstrait, péchait par excès d'abstraction. Dans la seconde philosophie, qui prend donc le tournant grammatical, la philosophie doit montrer que la métaphysique, c'est de la mauvaise grammaire, et que pour se délivrer de la tentation métaphysique, pour accéder à l'apaisement, il faut retrouver la véritable grammaire de nos mots du langage ordinaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on est philosophe, tout d'un coup, de lire quelqu'un qui vous propose de recommencer tout à zéro? Antonia Soulez, comment vous avez découvert et reçu Ludwig Wittgenstein? Qu'est-ce que ça représente comme révolution pour quelqu'un qui a été nourri à l'histoire de la philosophie? Eh bien, en effet, recommencer tout à zéro est une expérience de philosophe. Voilà ce que je voudrais dire d'abord. Et je pense que tout philosophe qui prend sa tâche au sérieux doit passer par là. Oui, pour tout Descartes, c'était ça aussi. Descartes, c'était... Oui, Wittgenstein n'est certainement pas le premier à avoir opéré une telle chose. Donc, on peut d'ailleurs certainement trouver un tel départ chez tous, en regardant bien. Donc, Wittgenstein l'a fait de manière particulière. Alors là où il est nouveau,
c'est qu'il a opéré ce départ à zéro avec le langage. C'est là qu'il est nouveau. Alors on peut bien trouver certainement dans l'histoire des aspects semblables de travail sur le langage, mais pas de cette façon-là. Et donc c'est là qu'il est vraiment absolument nouveau. Et pour moi qui venais de la philosophie ancienne, donc évidemment qui aime le langage, qui le prend très très au sérieux, eh bien ça a été en effet je dirais pas une révélation, mais une crise par laquelle je devais passer, et donc ça a du sens dans mon histoire. Elisabeth Régal, alors vous venez de faire paraître un collectif que vous dirigez, Wittgenstein, état des lieux. Alors précisément, on entend bien déjà dans la présentation qu'il y a alors un premier Wittgenstein, un deuxième Wittgenstein, qu'il y a donc plusieurs interprétations. Donc est-ce que cet état des lieux rend compte finalement d'un auteur à plusieurs facettes? Oui, je pense que c'est un auteur à plusieurs facettes. Bon, le titre est un peu prétentieux, il ne reflète pas. Bon, j'aurais dû le changer. C'était le titre du colloque, passons. Mais c'est tout de même un auteur à plusieurs facettes, puisque je crois qu'on peut dire en gros, il y a une lecture conventionnaliste du second Wittgenstein, si on rentre pas dans les questions techniques, lu avec Carnap, un autre type de conventionnalisme, voire Hacker, par exemple. Il y a une lecture aristotélico-thomiste, celle de Gage, là, les auditeurs vont se perdre complètement là, si on part sur un discours aussi spécialisé. Mais bon. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire aussi, à partir de présentations qui ont été faites, voilà, quels sont les enjeux, je dirais, des interprétations? Vous disiez qu'il y a plusieurs interprétations de Wittgenstein. Les enjeux, si vous voulez, c'est de quoi parle-t-il? Quelle est sa conception du but de la philosophie? Qu'est-ce qu'il vise? Bon, alors justement, pour vous, de quoi parle-t-il et quel est le but de la philosophie, puisqu'on a bien compris qu'il y avait un bouleversement énorme, radical avec Wittgenstein. Donc quel est tout d'un coup le but assigné à la philosophie, ou quelle est la pratique de la philosophie qu'il incarne? Selon moi, la question, mes collègues ont tout à fait souligné à juste titre que tout se passait au niveau de la question du langage, qu'elle était centrale, mais est-ce une philosophie du langage ou autre chose? Ou est-ce qu'il s'agit de repenser toutes les questions, comme je réponds, de la philosophie à partir de la question du langage? Donc là, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on est dans un tournant linguistique au sens propre, ou est-ce qu'on est dans un projet beaucoup plus ambitieux? Moi, je serais plutôt du second côté. Pourquoi l'idée d'un tournant linguistique me semble qu'il va plus loin que cela. Alors, disons peut-être le plus simplement possible ce que ça signifie un tournant linguistique, ou bien d'aborder les questions en termes de langage. Est-ce que ça veut dire donc que la philosophie a une sorte de modestie soudain à vouloir être un opérateur de clarification? Est-ce que c'est une conception minimale? Parce qu'on dit souvent aussi une thérapie du langage, guérir des illusions, des fausses profondeurs de la métaphysique. Vous l'avez dit, Christiane Chauviré, dès le départ. Donc, est-ce que ça signifie tout d'un coup que la philosophie n'a plus l'intention ou l'ambition de dire le monde, dire le sens du monde, mais qu'elle va tout simplement alors expliquer ou bien décrypter les opérations de langage? Est-ce que c'est cela? Est-ce que le tournant linguistique, Christiane Chauviré? C'est une modestie en quelque sorte affirmée pour la philosophie? C'est vrai globalement. N'empêche que dans le Tractatus, le premier ouvrage de Wittgenstein, paru en 1921, il y a un très grand sens du mystère du monde, puisqu'il est influencé par Schopenhauer. Cela dit, tous ces mystères doivent se résorber, l'analyse logique devant montrer que les énoncés de la métaphysique sont dénués de sens. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne correspondent pas à des intuitions géniales, mais littéralement, ce sont des propositions dénuées de sens. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une proposition dénuée de sens qu'on trouve dans la philosophie? Dans la philosophie, n'importe quoi. Je pense donc je suis est une proposition dénuée de sens, par exemple. Oui. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'ambition assumée du cogito cartésien, c'est tout de même de prétendre à une donation de soi dans une intuition immédiate et infaillible. Et ça, pour Wittgenstein, c'est du non-sens. Oui, mais alors il ne le combat pas sur une discussion sur la subjectivité, mais à partir d'une clarification des opérations langagières. Oui, alors il y a effectivement une procédure de clarification qui est envisagée dans le Tractatus. C'est l'analyse logique. L'analyse logique sur le modèle de Russell, qui avait produit une théorie des descriptions. Enfin bon, c'était le modèle de Wittgenstein. Oui. Finalement,
Il renonce à tout ça dans sa seconde philosophie et il se borne à dire qu'il faut étudier la grammaire du langage ordinaire. Oui. Et on arrive au même résultat, mais en étudiant le fonctionnement réel du langage ordinaire. On arrive ainsi on aboutit à un objectif thérapeutique qui est de guérir le philosophe, bien sûr des illusions de la fausse profondeur, comme Nietzsche l'avait déjà bien dit, et aussi le philosophe doit se sentir apaisé par cette espèce d'analyse de la grammaire, là où les théories philosophiques, les doctrines ne l'ont pas apaisé. D'accord, une douche froide quoi pour les philosophes, non? Elisabeth Régal, vous me Moi, semblez je suis pas pas d'accord. d'accord avec la lecture thérapeutique. Je crois que la thérapie n'est qu'un versant. Il me semble que la question du monde est prégnante et jusqu'au bout. C'est pourquoi j'en aurais une lecture plutôt phénoménologique, mais phénoménologie tout à fait à part. Vous l'aviez montré dans un texte. Antonia, il me semble que l'enjeu de la deuxième philosophie, c'est de reposer la question du sens du monde, mais pas penser un sens en fragments, éclaté, pas du tout de sens plein. C'est une critique de ce type de métaphysique, de la plénitude du sens, etc. Et j'enverrai, si vous voulez, dans les derniers textes, la preuve qu'il y a aussi cette possibilité de lecture, dans le fait que Wittgenstein ne cesse de dire qu'il n'y a pas d'indépendance logique, il y a donc des liens intrinsèques, indissolubles, entre l'expérience vécue et son expression. Donc je prendrai plutôt les choses par là, et je maintiendrai une question du sens du monde, et le monde qui n'est pas objectif, qui passe par l'anthropologie, etc. Donc, oui. voilà. Alors, on se souvient de formules aussi, peut-être qui sont devenues un peu trop fameuses, sur ce dont on ne peut parler, il faut le taire, etc. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même, alors je reviens sur ma question, Antonia Soulez, une sorte de repli en quelque sorte de la philosophie qui donc n'a plus aucune prétention, non seulement métaphysique, mais aussi vis-à-vis du sens des choses, du sens du monde. Est-ce que là, c'est un repli, on pourrait dire, donc linguistique ou sur la logique? Alors, le mot repli ne me paraît pas bien choisi. Je pense que ce n'est pas un repli, qu'en fait, tout ce qui est important demeure, absolument, toutes les grandes questions, mais pas ressaisies de la façon que l'on croyait possible jusque-là. Alors, ce que Wittgenstein met en question, c'est bien la manière de dire, par exemple, la manière de dire le monde. Par exemple, croire qu'on atteint des objets en les désignant. Par exemple, penser qu'il est possible de se comprendre avec des formules qui ne sont pas, qui sont chargées malgré tout du désir de se comprendre, mais ça ne suffit pas. Voilà. Alors, donc, je pense que c'est plutôt la manière de dire qui est centrale pour lui. Et donc, en effet, on subit une douche froide. On croit qu'on saisit les choses directement, qu'il y a une saisie directe, une Erfassen directe. Et là, on fait erreur. Donc c'est plutôt la manière de dire, mais les choses importantes le demeurent. Voilà. Simplement, on ne peut pas prétendre les connaître et dire qu'on les connaît avec l'assurance que l'on affichait jusque-là. Oui. Donc c'est plutôt ça la question, mais les grandes questions, en un sens, demeurent. Est-ce que c'est quand même pas une critique des ambitions, comment dirais-je, je sais pas comment dire, littéraires de la philosophie au profit d'un autre modèle qui serait celui de la science? Et est-ce que on n'aboutit pas quand même à considérer, voilà, que la philosophie doit surtout, continuellement se restreindre pour ne pas s'emballer, pour ne pas développer de grandes phrases et en quelque sorte pour se retrouver en position, oui, je veux dire un peu d'auxiliaire des sciences? Est-ce que c'est quand même pas ça le risque? C'est pour ça que je disais repli. C'est là-dessus que Wittgenstein ne s'est pas bien entendu. Enfin, c'est pas qu'il ait été en désaccord, mais il y a eu un porte-à-faux, disons, dans les relations entre le cercle de Vienne, qui l'a quand même beaucoup inspiré, que lui a beaucoup inspiré. Alors, Antonia Soulez, rappelez quand même ce que c'est le cercle de Vienne, puisque vous avez, vous avez fait beaucoup connaître en France. Est un mouvement de scientifiques au départ, de formations diverses, venant d'horizons très divers, qui ont voulu se donner une philosophie, ce qu'on appelle une philosophie des sciences. Ça s'est passé, disons, dès la fin de la première décennie du siècle, du dernier siècle, déjà vers 1911, dès avant la Première Guerre mondiale, un petit mouvement s'est formé et qui s'est développé ensuite. Et ces gens se réunissaient dans les cafés, un peu en marge de l'université, pour discuter de la possibilité de se donner une philosophie des sciences. Alors il y avait des gens
comme Hans Hahn, Philippe Franck, Otto Neurath, et puis quelques autres. Ils étaient vraiment une poignée. Et puis Wittgenstein est arrivé sur la scène, enfin parce qu'on est allé le chercher. En fait, le Tractatus était lu justement dans cet esprit. Est-ce qu'on ne pourrait pas tirer du Tractatus une philosophie des mathématiques, une philosophie, etc. Voilà. Et puis Wittgenstein laissait faire. Vous voyez ça quand même avec un peu de recul. Jamais tout à fait d'accord avec ce qu'on voulait faire de lui. D'ailleurs, ça dès le départ. Et donc, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai voulu travailler le cercle de Vienne. C'était une traversée nécessaire pour comprendre comment Wittgenstein émergeait de tous ces porte-à-faux et se distinguait aussi. Oui. Est-ce qu'on peut dire alors qu'on a une sorte de désenchantement du langage philosophique avec Wittgenstein ? Non, c'est-à-dire le fait qu'il il cherche à nous guérir des illusions verbales. C'est un autre rapport au langage en philosophie. Oui, il s'agit de retrouver moi je dirais il y a une sorte d'analytique de la quotidienneté. Il s'agit de retrouver l'usage quotidien des mots. Et il me semble que de ce point de vue, par rapport à ce que disait, qui est très juste Antonia, il y a tout de même une évolution, puisqu'à la fin de sa vie, il dit les recherches scientifiques ne m'intéressent pas, vision apocalyptique du monde, etc. Donc il y a plusieurs strates à ce niveau-là, dans un rapport, disons, un peu difficile à la science, qui a bougé. Mais on revient à l'ordinaire, et moi je pense qu'on essaie de mettre à découvert la profondeur de l'ordinaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par philosophie du langage, puisqu'on associe toujours ce courant à Wittgenstein? Qu'est-ce que ça signifie, une philosophie du langage, et comment faut-il entendre langage, à la différence aussi du travail sur la langue, puisqu'on a parlé de tournant linguistique, mais la linguistique elle a existé, et donc déjà elle a quand même pensé l'arbitraire du signe, l'autonomie des systèmes. Donc qu'est-ce qui est en jeu dans cette notion de philosophie du langage? Christiane Chauviré. Oui, enfin, permettez-moi de revenir sur la science une petite seconde, parce qu'effectivement, Wittgenstein n'est pas scientiste du tout. Et ça a été un gros malentendu, justement, comme disait Antonia tout à l'heure, avec le cercle de Vienne. Eux, c'était des gens qui étaient influencés par Mach, ils étaient positivistes. Et c'est ça qui a occasionné leur rupture dans les années 30. Et toute sa vie, Wittgenstein montrera que la philosophie a des droits qui n'ont pas qui n'ont rien à voir avec les droits des scientifiques. Il n'y a pas de philosophie scientifique pour lui, contrairement au cercle de Vienne. On l'a souvent lu comme un positiviste, mais c'est une lecture totalement erronée. D'accord. Alors je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait de lui autre chose qu'un épistémologue, ou autre chose qu'un linguiste? Qu'est-ce qu'on entend par philosophie du langage? C'est effectivement ni de l'épistémologie, ni de la linguistique. C'est un mouvement qui est né donc essentiellement avec Frege et Russell, avec des exemples d'analyse de phrases très simples. Et Wittgenstein a donné à cette idée une ampleur extraordinaire. Savoir que la philosophie va se juger à l'aune du langage, à l'aune de l'analyse du langage. Et cette analyse, elle est envisagée de façon un peu logicienne dans le Tractatus. Elle n'est pas menée à bien, elle est seulement prescrite, disons. Mais Wittgenstein ne fera jamais le travail d'analyse. Il dit il faut le faire, etc. Et après 1929, il va revenir sur cette idée d'analyse logique et il va dire que c'est une grammaire du quotidien. Une grammaire, c'est-à-dire le ressouvenir des règles du langage que nous avons oubliées, à force de parler au fond, et notamment en philosophie, c'est ce ressouvenir des règles du langage qui va permettre, et une vue synoptique sur la grammaire de son langage, d'un segment de son langage, qui va permettre aux philosophes de comprendre que le problème philosophique qui le tourmentait est né d'une mauvaise compréhension de la grammaire, est né d'un problème de mots. Alors évidemment, ce que veut faire Wittgenstein, ça n'est pas un travail de linguistique, ça n'a rien à voir avec la linguistique, ni d'épistémologie d'ailleurs, mais c'est simplement remonter à la source des problèmes philosophiques, et la source se trouve dans une mécompréhension de la grammaire. D'accord. Alors le mot grammaire arrive, et je crois qu'il faut le définir aussi, parce que vous avez parlé de tournant linguistique. Antonia Soulez a écrit un livre qui s'appelle le tournant grammatical de Wittgenstein. Donc qu'est-ce qu'on entend par grammaire? Parce qu'après tout, on
pourrait dire, voilà, Nietzsche déjà aussi parlait en termes de grammaire de pensée des philosophes, il ne les prenait pas au comptant, en quelque sorte, aux mots, ou plutôt aussi il les prenait aux mots, mais justement pour comprendre comment il s'agissait d'une construction ou d'une architecture, ou précisément d'une grammaire. Alors, qu'est-ce que Wittgenstein entendait par le mot de grammaire, Antonia Soulez? Eh bien, c'est une question que Moore, dans les débuts des années 30, a posée à Wittgenstein. Mais enfin, qu'entendre par grammaire? C'est désespérant, hein, parce que ce n'est pas la grammaire scolaire qu'on apprend à l'école primaire. Pourtant, il n'y a pas aucun lien. Hein. C'est pas pour rien que Wittgenstein était quand même instituteur dans le primaire. C'était aussi un choix, même si ça s'est passé difficilement. Bon. Je crois qu'il y croyait beaucoup. Il a écrit aussi un Wörterbuch, un petit dictionnaire pour les enfants du primaire, dont il faut lire la préface. C'est une petite merveille. Et ce Wörterbuch, il contient déjà, à mon avis, en germe, ce qu'il dira de la grammaire. Hein. C'est déjà une percée de la future grammaire comme méthode descriptive. Hein. Bien sûr qu'il n'y a pas de description dans le Wörterbuch, c'est un dictionnaire. Voilà. Mais il y a un esprit grammatical du petit dictionnaire de 25, je crois, ou 26, enfin, qu'il a conçu pour les enfants du primaire. Je crois que c'était quand même un grand esprit d'instituteur de la langue plus que du langage. Hein. Moi, j'insisterais davantage sur la langue, d'ailleurs, finalement, comme c'est impossible de faire la nuance avec Sprach, hein, mais parce que le mot est le même. Hein. En français, on a cette chance d'avoir langue et langage, mais ça donne lieu aussi à toutes sortes de oui, mais la langue est l'affaire des linguistes. Mais non, la langue ne doit pas être uniquement l'affaire des linguistes. Et c'est peut-être même ce que nous dit Wittgenstein. Voilà. Et c'est en ce sens-là que la langue naturelle, hein, qui est donc la langue qu'on parle dans l'Umgebung, hein, dans le milieu auquel on appartient, qui est un milieu pas au sens social, hein, mais un environnement. Comme il y a des quartiers d'une ville, il y a des environnements. Bon, ça c'est la langue naturelle articulée, hein, qui n'a d'ailleurs rien à se reprocher. Hein, dont il faut retrouver, disons, quelque chose comme une régularité et des principes d'articulation qui sont inscrits dans cette langue. C'est pas tout à fait la langue du quotidien. Alors la grammaire. Je pense pas. Moi, je suis finalement, quand même, qu'est-ce que c'est ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est que la grammaire alors la grammaire, c'est à la fois une méthode, hein, et puis le statut de cette langue. Hein, mais c'est aussi les préjugés grammaticaux qu'il faut combattre. C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire, ce sont des règles. Il y a des règles de grammaire et des usages. Il n'y a pas des règles de grammaire, nous les constituons en parlant. Hein, c'est-à-dire les règles sont notre œuvre. Hein. Nous sommes nos propres nomothètes, si je puis dire. Oui. Dans le cahier bleu, on apprend bien à penser à partir quand même d'une langue et de syntaxe. C'est pas séparé, c'est-à-dire apprendre à penser et apprendre à articuler du sens, c'est quasiment la même opération. Il n'y a pas d'avant et d'après. Hein. Ça, Platon l'a dit dans le Cratyle déjà. Hein. Oui, l'usage mais on ne l'invente pas. Non, mais on le constitue. Hein. On le constitue. Il n'y a pas non plus d'instituteur premier de la langue. Hein. Donc il s'agit de comprendre comment il est possible. En fait, on part des résultats. Hein. On ne parle pas d'un projet de sens. Hein, pas du tout. On parle de ce qui marche. Oui. Dans la pratique langagière, on s'entend parfois. Alors qu'est-ce qui est en jeu de dire, dans le fait de dire que la pensée est une affaire de grammaire, ou bien que les réflexions de tel ou tel philosophe, ou bien dans tel ou tel champ de savoir, c'est une affaire de grammaire? Quel est l'enjeu d'affirmer cela? Pourquoi y a-t-il un tournant grammatical? Il y a un tournant grammatical, comme Christiane l'a signifié, je dirais pas en vue de ni pour, mais quand même de façon à marquer la différence entre le tournant linguistique et le tournant grammatical. Mais l'expression n'est pas wittgensteinienne. Hein. C'est pour marquer cette différence. Le tournant grammatical est un tournant qui présuppose qu'on tourne le dos à toute théorie de la connaissance, quelle qu'elle soit. Hein. Ça, je pense que c'est le pas important que Wittgenstein nous fait franchir par rapport, par exemple, au cercle de Vienne. Bon. Alors, encore que le cercle de Vienne était divisé là-dessus. Mais enfin, c'est pas pour connaître.
hein. C'est pour articuler des énoncés qui ont du sens, pour se faire comprendre dans la cité. Oui. Elisabeth Régal, vous voulez intervenir? Pour ma part, je ne dirai pas ce que dit Antonia. Il me semble que je ferai une distinction langue-langage. Je pense que Wittgenstein, enfin le second du moins, est un philosophe du langage et pas de la langue. Il dit expressément qu'il ne fait pas dans le Big Type Suite de linguistique. Il s'intéresse au langage que dans la mesure où il suscite nos crampes mentales, les crampes du philosophe. Et il me semble que la question de l'usage, tel qu'il la met. D'abord, il y a l'usage dans le système du langage. Un mot, c'est une espèce de pion dans un échiquier, mais ensuite, l'usage pour la vie apparaît. Donc, il me semble que, bon, il y a bien sûr le niveau que signale Antonia, mais moi, je recontextualiserai ça dans une question de l'usage, et c'est là que toute l'activité, toute la vie humaine est marquée du sceau du langage. Il me semble que c'est ça, du moins dans la deuxième philosophie, qu'il veut parler, sans une possibilité de faire une analyse de la langue. C'est pas ce qu'il intéresse. Voilà. Il faut qu'on arrive à être plus précis parce que, bon, après tout, grammaire, effectivement, règle, usage, tout le monde l'admet, je veux dire, c'est une sorte d'évidence. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que la notion de jeu de langage nous permettrait de l'approcher. Non? Qu'est-ce que c'est que, par exemple, puisque c'est une notion importante, hein, alors, la notion de jeu de langage, il y en a d'abord une définition laconique, si je puis dire, dans les notes sur l'expérience privée. Nous nommons jeu de langage tout ce qui joue un rôle particulier dans notre vie humaine. Puis il y en a deux définitions archi-célèbres dans les recherches. Le jeu de langage, c'est l'ensemble formé par le langage et les activités auxquelles il est entrelacé, d'où ma remarque de tout à l'heure, ou encore, et c'est là, deuxième caractérisation, Wittgenstein dit expressis verbis, que la notion même de Sprachspiel veut faire ressortir le fait que parler un langage doit faire partie d'une activité ou d'une forme de vie. Donc il me semble que, si vous voulez, il s'agit de penser, moi je pense qu'il y a un thème existentiel à l'arrière-plan de Wittgenstein, rapport à Kierkegaard, mais bon, je ne veux pas en faire un existentialiste, hein, c'est pas du tout mon but. Mais donc, il s'agit un peu de renouer, je dirais, bon, Wittgenstein, la triade hegelienne, conscience, existence, les concepts, je dirais, comme ça. Il me semble donc, à partir de cette notion de jeu de langage, on sort du langage comme tel. Oui. Christiane Chauviré, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de langage pour Wittgenstein? Un jeu de langage, c'est une activité complexe qui fait intervenir le langage, mais pas seulement, qui fait intervenir des pratiques, des coutumes sociales, les coutumes de la communauté langagière, et qui mêle de manière indissoluble langage et autres activités de la cité. Par exemple, raconter une histoire à un enfant pour l'endormir, c'est un exemple de Wittgenstein, c'est un jeu de langage. Alors maintenant, quand vous interrogez sur le mot grammaire, effectivement, la grammaire, ça consiste précisément à retrouver les jeux de langage que nous jouons ordinairement. Ordinairement, c'est une réappropriation de l'ordinaire. Et en fait, l'étude des jeux de langage spontanés fait partie de la reconstitution de la grammaire que nous avons oubliée, que nous avons tendance à oublier. Alors, on peut prendre un exemple. Prenons l'exemple du sujet. Nietzsche a dit que, au fond, toute la métaphysique du sujet, c'était un épiphénomène de la grammaire, puisque le pronom personnel « je » existe dans toutes les grammaires indo-européennes. Il n'y aurait jamais eu de métaphysique du sujet à la Descartes, ou s'il n'y avait pas eu de pronom « je ». Alors au fond, ce que dit Wittgenstein, c'est que la philosophie traditionnelle métaphysique, c'est de la mauvaise grammaire. La philosophie s'édifie sur des incompréhensions du langage. Mais pourquoi de la mauvaise grammaire? C'est une grammaire, c'est un usage parmi d'autres. C'est un usage comme un autre, mais qui tourmente les gens. Qui tourmente les gens, qui posent des questions qui ne peuvent pas être résolues. Oui. Donc il faut poser des questions, simplement si on peut avoir des réponses. C'est ça. Il faut reconstituer le chemin de la personne qui a erré du fait de la mauvaise compréhension de sa grammaire, qui s'est laissé fasciner par certaines expressions langagières, et lui montrer comment, au fond, elle a failli par rapport au langage ordinaire, par rapport à la grammaire du langage ordinaire. Et c'est à ce moment-là que les difficultés philosophiques, les nœuds de la philosophie se dénouent et laissent l'apprenti philosophe apaisé, là où aucune doctrine ne l'aurait apaisé. D'accord, pas d'inquiétude alors.
C'est le quiétisme wittgensteinien. Oh, c'est un quiétisme un peu particulier. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, dans ces jeux de langage, on voit bien que, parce que, vous avez un exemple, heureusement, très concret, on voit bien, donc, raconter une histoire à un enfant, mais ça touche aussi donc, effectivement, des grammaires ou des systèmes, des manières de raisonner, de voir le monde, etc. Donc, le jeu de langage, quel est son enjeu aussi? Parce qu'il y a une notion aussi, je trouve, assez passionnante, notamment dans les recherches, c'est celle d'aires de famille. C'est-à-dire les jeux de langage, entre eux, ils ont des aires de famille. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Oui, Antonia Soulez, peut-être, ou non? Eh bien, en réalité, ça, c'est un problème de méthode. Oui. Tout à l'heure, je disais, la grammaire est une méthode descriptive. Oui. Et il s'agit de dénicher les préjugés grammaticaux. C'est ça, et ça c'est le rôle de la philosophie. Donc, c'est le rôle de la description. Voilà. Et la philosophie est définie comme ça. Et la philosophie, c'est ça. C'est-à-dire faire apparaître justement voilà. les grammaires, les ressemblances entre les jeux de langage, c'est ça. Voilà. Mais c'est tout autant les aires de famille et les pas aires de famille. Oui. C'est-à-dire les accords et les désaccords. Oui. Les différences surtout. Les différences sont beaucoup plus importantes. Le contraste est important. Donc, c'est une méthode comparative. On ne compare que lorsqu'on ne peut pas définir. Au fond, la méthode qui consiste à mettre en relief des différences et des ressemblances, elles sont toutes partielles d'ailleurs, il n'y a rien d'essentiel là-dedans, vient de ce qu'il n'est pas possible de définir les grandes choses, par exemple la relation entre le monde et le langage, la pensée de langage, la pensée du monde, etc. Tout ça est indéfinissable. Donc, en fait, ça va vraiment à l'encontre de la tendance du philosophe habituellement d'aller vers la généralité, de rechercher des essences ou de chercher des unités. Absolument. C'est exactement à l'opposé de ça. C'est quand même ça une fracture là très très grande, non, dans l'histoire de la philosophie. Il s'agit de jouer ces différences, de les faire. Oui. Rien n'est inscrit. On ne trouvera pas des aires de famille dans le langage avec une loupe, par exemple. Rien n'est donné. Tout est constitué. Et donc c'est l'activité, c'est pas une pratique pour rien, c'est l'activité pratique de l'usage en situation, toujours dans un contexte particulier, qui produit, au sens actif du mot, qui produit les aires de famille, les ressemblances, les dissemblances, etc. et nous enseigne quelque chose. Si on prend un exemple, je ne sais pas, sur soit un concept ou bien un objet, qu'est-ce que ça peut signifier? Par exemple, une chaise ou une couleur qu'est-ce que ça peut signifier? Il y a des concepts de couleurs. Couleurs de matière, couleurs de surface, qui ne sont pas de la même catégorie, qui n'ont pas la même logique. Idem, il y a des concepts de nombre. Un nombre décimal à développement périodique, et pi, c'est pas la même chose, etc. Et je pense que méthodologiquement, comme le disait Antonia, ce concept est fondamental pour comprendre, du moins la seconde position de Wittgenstein, puisque je crois que les aires de famille sont jouées contre le Tractatus, où on cherchait un invariant, une unité formelle, on était au niveau de généralité. Et c'est une critique de l'univocité, de l'idéal d'exactitude, de l'idéal de complétude, qui fait dire à Wittgenstein que tout nouvel exemple n'est pas une contradiction, mais une contribution. Donc on fait une typologie et pas de théorie, c'est la critique de la théorie. Et ça me semble tout à fait fondamental, puisqu'on lutte contre la puissance, ce que Wittgenstein lui-même appelle la puissance nivelante de la langue, dans laquelle le Tractatus lui-même était pris, et on travaille par recherche des analogies éclairantes, par exemple, entre une recherche mathématique et une recherche esthétique, et par opposition à des analogies fourvoyantes. Par exemple, ce que disait Christiane, l'usage du mot jeu, le sens du mot jeu, donc j'ai mal aux dents et j'ai une dent en or, des choses comme ça. Alors, si vous voulez bien, on va entendre une œuvre qui est inspirée du Tractatus. Elisabeth Lutyens a créé un motet à partir des propositions du Tractatus.
Nous reprenons les vendredis de la philosophie consacrés à Wittgenstein ce matin. Alors, on a fait un travail un peu aussi d'explication. On est parti dans un certain nombre de textes de Wittgenstein, du Tractatus aux recherches philosophiques. Est-ce qu'on peut en venir peut-être maintenant aux interprétations, puisque vous êtes là aussi parce que vous représentez non seulement des grands spécialistes de Wittgenstein, mais aussi vous avez vos propres lectures. On l'a bien senti à travers quelques différents. Alors, si on parle un petit peu de cette réception, elle est quand même assez violente. Il s'agit quand même d'un combat dans cette affaire Wittgenstein. Je voudrais vous rappeler, par exemple, des formules de Deleuze qui dit, à propos de Wittgenstein, c'est une catastrophe philosophique. C'est la pauvreté instaurée en grandeur. C'est un assassinat de la philosophie. Et il parle de vous, d'une certaine manière, et dit, attention, parce que les Wittgensteiniens et Wittgensteiniennes, bien sûr, sont méchants. Il casse tout. Alors pas tout, casser tout, ça c'est quand même bien pour la philosophie, même pour Deleuze, mais voilà, il y a tout d'un coup un assassinat, il faut être très vigilant. Alors comment comprendre ces formules quand même assez surprenantes, violentes, hein? Y a-t-il une guerre philosophique à propos de Wittgenstein? Non, je voudrais juste dire, avant de laisser la parole, pas vous répondre à votre question, mais simplement dire, Wittgenstein a cette singularité, c'est qu'on aime, on est passionné, ou on déteste. Ah bon. J'ai des amis... Il n'y a pas d'entre-deux. Il me semble. Hein, moi j'ai entendu dans des colloques, on entend des choses qui ne sont pas sur Wittgenstein, contre Wittgenstein, qui répondent un peu, qui sont... Il n'y a pas d'entre-deux. C'est très rigolo parce qu'en même temps, je disais aussi, il y a une sorte de fascination pour l'homme de plus en plus. C'est un personnage qui a vraiment presque un personnage romanesque. Hein. Et en même temps, il y a quand même toujours cette querelle. Est-ce que c'est une querelle qu'on peut replier sur les grandes scissions analytiques continentaux? Non, c'est plus que ça. Et qu'est-ce qui est en jeu dans cette violence? Y a-t-il vraiment ici un assassinat de la philosophie contre lequel il faut réagir pour la réanimer? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être Deleuze n'avait-il pas, je ne sais pas d'ailleurs, hein, est-ce qu'il connaissait les recherches de Deleuze? Non, peut-être pas. Oui, je crois que le signifiant Wittgenstein chez Deleuze, ça ne veut pas dire Wittgenstein. Les Wittgensteiniens, c'est la philosophie analytique avec son austérité, cette rigueur formelle que Deleuze n'aimait pas dans la philosophie analytique. Mais Wittgenstein n'est pas un philosophe analytique, me semble-t-il. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je suis complètement d'accord. Et je pense qu'en plus, Deleuze aurait aimé Wittgenstein s'il avait pu lire la philosophie dite seconde et s'il avait pu lire aussi, comme le recommande Wittgenstein, le Tractatus à la lumière des recherches philosophiques. Donc, il fallait tout lire, si je puis dire, ce qui est impossible, bien sûr. Mais il fallait cheminer avec Wittgenstein. Wittgenstein n'est pas un auteur avec une doctrine qu'il faut apprendre. Donc, Wittgenstein n'a jamais été lui-même méchant, offensif, doctrinal et doctrinaire. Ça, en effet, c'était un groupe de philosophes que Deleuze visait et non pas Wittgenstein qu'il ne connaissait pas. On est passé en France de l'ignorance à la mode. Hein, mais des deux côtés, les raisons sont mauvaises, soit pour aimer, soit pour détester Wittgenstein. Donc je pense qu'il fallait travailler, tout simplement, modestement. Moi, je suis plutôt, en effet, partisane ou partisan d'une approche modeste. Je crois qu'il y a beaucoup, je ne parle pas de modestie au sens moral, hein, mais de partir d'en bas. Si vous voulez. Wittgenstein nous a appris à partir d'en bas. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, je disais dans les interprétations, on voit des choses quand même qui semblent... des différents quand même chez les interprètes. Elisabeth Riccal, par exemple, vous semblez tirer un peu, si je puis dire, Wittgenstein du côté de la phénoménologie. Alors, on peut être surpris parce qu'on se dit, voilà, la phénoménologie décrit plutôt des actes de pensée, elle part de la conscience du monde, alors que Wittgenstein semble avoir détruit cette approche. Voilà. Alors, quelle est votre lecture, Elisabeth Riccal? Je viens de la phénoménologie, mais j'ai trouvé dans Wittgenstein quelque chose qui permet de secouer le joug de tout ce que je trouve insupportable dans la phénoménologie, le retour à l'origine, le monde sauvage, l'intériorité fondatrice, une conception de la conscience, tout cela justement. Donc j'irai dans le sens de mes collègues, c'est ni un philosophe analytique ni continental, c'est quelqu'un, même si on n'en a pas les mêmes lectures, qui ébranle ce type de partage un peu stupide. Et la phénoménologie, thématiquement, il y a un épisode phénoménologique qui Intika, à mon avis, veut étendre un peu, peut-être,
à tort, mais il y a Wittgenstein parle de phénoménologie, c'est un auteur, un interprète de Wittgenstein, donc qui est dans le collectif. Il y a un épisode phénoménologique. Wittgenstein dit qu'il cherche, il pose une question du langage phénoménologique. Il veut une théorie psychologique, dit-il, ou plutôt phénoménologique des couleurs, au moment de son retour à la philosophie en 1930. Donc, il parle de phénoménologie. Je précise que, si je me souviens bien, au début, les premières phrases de la Wiener-Ausgabe, c'est la physique et la vraie phénoménologie. Donc, on vient de quelque chose qui n'est pas la phénoménologie telle qu'on la connaît, comme courant constitué et un peu prédominant en France. Bon, ensuite, il remet ça en question. La phénoménologie, c'est une représentation immédiate de l'expérience immédiate. La notion même d'immédiateté est soumise à la critique, et donc on arrive à une position, si vous voulez, moi je dirais encore phénoménologique, dans la mesure où il va de la question du sens du monde, et pas dans le sens objectivable. Et, bon, pas tellement, je l'ai dit, en fonction de cet épisode phénoménologique, qui est, je crois, un peu fugace, qui ne reflète pas les positions de Wittgenstein, mais parce qu'on retrouve une philosophie purement descriptive, mais où il n'y a pas de pure donnée. Donc c'est pas, il y a l'idée de description pure au sens husserlien, et qui permet justement de nettoyer, si je peux dire, tout ce qu'il y a de métaphysique dans Husserl, de patho, qui retourne en cartésianisme, etc. Ça semble le mot plus éloigné ou alors de Heidegger. C'est quand même l'anti-Heidegger, non? C'est l'usage du langage. Moi, je serais beaucoup plus. Il me semble qu'il y a une idée commune à Sein und Sein, mais moi, le Heidegger, Sein und Sein, ça va. Après, ça va beaucoup moins bien. C'est l'idée que le plus proche est le plus difficile à comprendre. Elle est constante chez Wittgenstein, il la tient de Tolstoï. Bon, je ne dis pas que mais dans l'idée que la philosophie doit faire une analytique de la quotidienneté, je ne dis pas qu'ils font la même. Hein. Ça me semble tout à fait commun. Et ce terrain-là me semble être très prometteur, et c'est cela que je dirais phénoménologique. Retourner à quelque chose qui est le quotidien, mais qui n'est pas paré d'origine. Mais la conscience dans tout ça, alors. Alors, moi, je n'ai pas une lecture, je crois que... je maintiendrai une question je n'ai pas une lecture fondamentalement anti-cartésienne, s'il s'agit de conscience, de Wittgenstein. Je ne dirais pas comme Wittgenstein dénonce le mythe de l'intériorité, mais je dirais il dénonce le mythe de la privacy, l'idée d'un monde privé, refermé sur lui-même. Bon, la thèse de base, c'est l'intérieur a besoin de critères extérieurs. Le vécu s'exprime, donc allons le chercher là seulement où on peut le saisir, mais toujours par des moyens indirects, dans son expression. Sinon, on tombe dans les mythes, dans le n'importe quoi, dans les fantasmes. Oui. Alors, voilà. Comment vous recevez ces tentations, vous, Antonia Sounez? Concernant la question du cogito qu'on a évoqué tout à l'heure, je pense donc je suis. Russell dirait attention, à condition que je m'en souvienne. Scepticisme méthodologique qui est particulier à Russell. Wittgenstein, lui, je pense donc je suis. Moi, je parlais de la conscience. Oui, mais alors, je dirais que Wittgenstein prendrait cette formule ou cette formulation du point de vue de l'analyste des jeux de langage, du descripteur des jeux de langage, comme un jeu de langage, dans la philosophie mûre, comme un jeu de langage à la première personne, dont on pourrait éventuellement construire la grammaire. Et donc, mais à condition, alors, ça tout dépend du regard qu'on porte sur des expressions à la première personne. Wittgenstein ne les condamne pas pour toujours. Asymétrie, donc, ça c'est le mythe de l'intériorité. Il y a un livre de Vincent Descombes là-dessus. Oui, il y a une façon de prendre l'intériorité qui n'est pas de la rendre subjective et inscrutable. Donc, il s'agit de tirer, là encore, des jeux de langage avec je. Par exemple, une grammaire du privé, déjà dans le cahier bleu. Ça. Mais qui n'est pas du privé refermé sur lui-même. C'est ça, moi, il me semble, c'est la vérité habite l'homme intérieur. Bien ça, sûr. C'est l'anti-Wittgenstein. Et il y en a encore dans Descartes, de cette thèse-là. En fait, il y a place pour toutes sortes d'expressions. Oui, parmi les lectures aussi, qui peuvent paraître originales et surprenantes, c'est l'idée d'un Wittgenstein anthropologue. Alors, Christiane Chauvirey, vous aviez écrit le moment donc anthropologique de Wittgenstein. Alors, après tout ce qu'on a dit sur le langage
langage, le refus de définir un sens du monde, le refus de définir des invariants. Comment peut-on penser Wittgenstein comme anthropologue, c'est-à-dire où la question de l'humain ressurgit? Vous dites d'ailleurs il est humaniste bien que misanthrope. Pourquoi? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi comment vous pouvez formuler cette lecture? C'est Wittgenstein lui-même Oui. qui parle d'anthropologie et qui explique que quand on veut faire une grammaire philosophique, il faut aussi disposer d'une anthropologie, parce que l'anthropologie, c'est la toile de fond sur laquelle se détache la grammaire philosophique. Et alors, il dit anthropologie, mais parfois aussi histoire naturelle. L'histoire naturelle de l'homme. Les jeux de langage présupposent une forme de vie, et cette forme de vie relève de l'éthologie ou de l'anthropologie ou de l'histoire naturelle de l'homme. Il y a donc un naturalisme chez Wittgenstein qui n'est pas le naturalisme dont parle Husserl, qui n'est pas le naturalisme des cognitivistes contemporains. C'est un rappel de la nature humaine, de l'histoire naturelle de l'homme et un rappel des constantes anthropologiques. Tous les hommes parlent... Qu'est-ce que c'est qu'une constante par rapport à un invariant, alors? Tous les hommes parlent, oui. Marchent, mangent. Et il faut étudier la pensée comme la marche ou comme le fait de manger, comme une activité humaine ordinaire. Si vous voulez, j'ai quelque chose que j'aimerais bien comprendre dans cette démarche. Il y a quelque chose pour moi qui coince un petit peu. C'est-à-dire, est-ce qu'il va essayer de saisir à nouveau, donc, comme l'ont fait des scientifiques ou des philosophes, une nature humaine avec des invariants, en disant l'homme est par exemple un animal, un tel. Bon, à ce moment-là, il retombe dans la métaphysique. Est-ce qu'il va simplement repérer des usages, des conventions? J'étais frappé là en relisant la conférence sur l'éthique qu'il disait je vais vous définir l'éthique et je vais faire, quand même, moi ça m'a surpris la comparaison, comme Galton, quand il prend des photographies de visages et il les superpose et puis ensuite on va voir apparaître, ce qui était quand même assez problématique chez Galton, un type, par exemple le type du visage chinois, parce que par superposition on va voir ce qui vraiment... Alors là tout d'un coup on a d'un côté une référence un peu pénible, parce que prototypique, on va se dire, et puis lui alors qu'est-ce que c'est superposition pour repérer des usages, donc des conventions, c'est-à-dire voilà, je repère toutes les définitions, je les superpose, mais je n'en conclus pas. Je dis simplement, là, il y a des constantes. C'est pour ça que je vous pose la question, constante par rapport à un invariant. Et là, j'aimerais bien comprendre, et du coup, aussi sa position en tant qu'anthropologue. Oui, bien sûr. Effectivement, le mot constante n'est pas utilisé par Wittgenstein, mais je pense qu'il repère, au-delà des différences, au-delà des usages, des constantes anthropologiques, des manières de faire et de réagir instinctivement de tous les hommes. Il parle beaucoup de réaction instinctive, réaction naturelle. Et donc il y a un certain naturalisme, un certain universalisme humaniste qui se dégage de son anthropologie. Et cette anthropologie, elle est finalement... c'est elle qui forme le cadre de la grammaire philosophique. Sans elle, sans référence à notre histoire naturelle, on ne pourrait pas faire cette grammaire, ou cette grammaire serait abstraite. Et c'est tout le sens de la réinsertion de nos jeux de langage dans la forme de vie humaine. Au fond, l'anthropologie, c'est la description de la forme de vie humaine. En tant qu'humaine, c'est-à-dire en tant que universellement humaine. Ce que tous les hommes ont en commun, je dois le présupposer pour faire une grammaire philosophique, pour traiter de mes jeux de langage ou de ceux d'autrui. D'accord, oui. Antonia Soulez ? Je crois que c'est très important que la grammaire soit adossée à une anthropologie. Oui. Je crois même qu'elle est la même chose, et non pas deux disciplines distinctes. La grammaire est vraiment... Oui, c'est la manière de se présenter de la grammaire elle-même. Quand on décrit des formes de langage, on décrit aussi des manières de vivre, des régularités. Alors, en effet, il y a un horizon universaliste. Je suis moins sûre de cela quand même. Je pense qu'il y a une bonne relativité, qui n'est pas du relativisme. Oui. C'est pas un philosophe relativiste, Wittgenstein. C'est un philosophe de la certitude bien comprise, pas théorique évidemment. De l'assurance pratique, disons. Voilà, du socle. Mais en décrivant ces régularités de comportement, on tourne les pages d'un album. Et lire les recherches, par exemple, c'est lire l'album. Il le dit lui-même. Quelle sorte d'album ? Eh bien, un album où on verrait, dans n'importe quel ordre,
On tourne une page après l'autre, on peut en sauter 10 si on a envie. Il n'y a pas d'ordre à proprement parler, il y a des ordres au pluriel, non pas des ordres, mais des ordres. Ce sont des comportements verbaux, des scènes de comportements verbaux qui indiquent des façons de vivre. Voilà, avec des erreurs, des préjugés qu'il faut éradiquer, des rectifications point par point, locales. Voilà. Et donc c'est un ouvrage, un ouvrage éthologique. C'est de l'éthologie humaine, non pas appliquée aux animaux, mais aux êtres humains. Est-ce que Wittgenstein se sentait quand même impliqué aussi par, non pas forcément un jugement moral, mais enfin en tout cas par, parce qu'il a quand même traversé le siècle, les guerres, les deux guerres, engagé dans l'armée autrichienne, puis ensuite partant en Angleterre. Alors est-ce que quand même cette anthropologie, elle a quand même une dimension un peu, sinon morale, mais politique? C'est-à-dire est-ce que malgré tout, il n'y a pas aussi, ce qu'on n'attendrait pas à partir de ce que vous dites, quand même une réflexion, surtout vu ce qu'il a vécu, une réflexion politique sur son siècle, sur son temps? Ce n'est pas vraiment thématisé, mais moi je dirais qu'il y en a une qu'il faut chercher dans sa volonté d'aller en Russie, dont Christiane a parlé dans un article très intéressant, en Union soviétique, pardon. Et donc c'est un versant qui serait à creuser. Mais c'est vrai qu'il reste pris encore dans l'universalisme. Il va pas, il rentre pas dans le détail de la vie. Bon, son problème, c'est bien la critique de Ramsay. Ramsay était un parcheur bourgeois. Pourquoi? Parce qu'il voulait trouver les fondements de cet État-ci, le rationaliser, et pas le fondement de l'État comme tel. Penser l'État comme tel. Donc, il reste, enfin, c'est les années 30, ça. Et ce que je voulais dire, c'est que à ce niveau-là, c'est que même si ce n'est pas thématisé par rapport à la question du naturalisme qui n'a rien de réducteur, mais aussi l'idée de nature annuelle me semble vers la fin un peu remise en question parce qu'il y a une historicité des jeux de langage, il y a de l'imprévisible et cela me semble très intéressant par rapport à tout ce qui n'est pas critique de l'univocité, etc. Oui, d'où la question, effectivement, voilà, invariant, constante, régularité, historicité de ces modes de... Et Galton, c'était une période, 1929, la conférence sur l'éthique, il y a une critique des photos à la Galton dans le Cahier bleu et d'autres textes de cette période-là. Donc c'était que Wittgenstein s'est sorti quand même, il y a ce qui en rend difficile l'interprétation, c'est de voir ce qu'il critique de sa première philosophie, ce qu'il conserve, etc. Il y a des, je veux dire, par exemple, sur Galton, il a dit une chose et 3 ans après, le contraire. Ce qui le rend un peu difficile. Oui, insaisissable. Et je disais, alors, sur l'aspect politique ou social ou historique, comment on le suit? C'est-à-dire, il faut, parce que je disais, voilà, c'est quand même étonnant. Rappelons quand même qu'il était dans une école où il y avait Hitler dans la même école. Il part dans différents pays. Donc, l'Union soviétique, il se prend la nationalité britannique, etc. Donc, quand même, c'est quelqu'un qui a été au cœur quand même des choses, même s'il est parti avant véritablement le nazisme. Donc cette dimension-là, est-ce qu'on peut la sentir dans son évolution, dans sa pensée, ou bien est-ce que c'est à l'écart, ou est-ce qu'il s'interdit justement d'être un philosophe qui va donner un jugement sur la politique, puisque là aussi la politique c'est une affaire de jeu de langage et de grammaire. Mais est-ce qu'il s'interdit de le faire en tant que philosophe, ou bien est-ce que c'est sensible dans son parcours philosophique? Je crois qu'il s'interdit rien. Simplement, pour lui, le jugement politique est chose personnelle. Donc, on en trouve des traces dans les carnets, essentiellement, les carnets de Skulden, les remarques mêlées. C'est à titre personnel qu'il énonce des choses qui ont trait aux politiques en général ou à l'actualité politique. Et à partir de ces remarques, on pourrait construire... Alors ça a été fait. Alors il y en a qui pensent que Wittgenstein était réactionnaire, il y en a qui pensent qu'il était au contraire tout à fait à gauche. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, d'après ses remarques personnelles, c'est qu'il a très bien senti la montée du fascisme dans les années 30. Il vivait dans un milieu à Cambridge de gens qui étaient en général marxistes, notamment des Russes. Puisqu'il a pris des leçons de russe pour aller vivre en Union soviétique. Alors, au début, il a beaucoup salué le bolchevisme. Il vivait dans un milieu plus ou moins marxiste. Sraffa, qu'il fréquentait beaucoup, était marxiste également. Donc, je pense qu'il était marqué par cette vision. Et que ce qu'il a attiré en Union soviétique, c'est la société sans classe dont il disait que c'était l'idéal.
Alors, il a très bien vu également la montée hitlérienne en Allemagne. Il a qualifié les nazis de bande de brigands, etc., etc. Et il a dit cette chose étonnante à un de ses élèves avant le début de la guerre. Vous allez voir, on va se remettre à brûler les gens comme on brûlait les sorciers. Donc il envisageait une espèce de renouveau des sacrifices humains, qu'il avait étudié justement en tant qu'anthropologue amateur dans les remarques sur le rameau d'or de Fraser. Je voudrais juste ajouter une remarque à ce que dit Christiane. Il me semble qu'il faut préciser que son rapport marxiste n'était pas dans une orientation rigide, marxisme-léniniste, puisque Sraffa était gramscien, c'est lui qui payait les livres de Gramsci quand il était en prison, donc c'était un marxisme, revu à la Gramsci et pas du tout le côté, institutionnel qu'il avait à l'époque. Ce qui est, je crois, important, parce qu'il n'y a pas de rigidité et de dogmatisme, justement, on retomberait dans un dogmatisme. Oui. Alors, l'émission touche à sa fin. Je voudrais signaler donc la parution des fiches. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, Elisabeth Régal, puisque vous avez traduit avec Jean-Pierre Cometti ces fiches de Wittgenstein? On les a retraduites. De quoi s'agit-il? Bon, il s'agit d'un texte un peu à part dans l'œuvre. On l'a retrouvé dans une boîte de fiches, des fragments découpés dans des dactylographies ou des manuscrits, re-raturés, réécrits. Et Wittgenstein les conserve dans cette boîte. On ne sait pas pourquoi, on ne le saura jamais, je pense, à l'heure qu'il est. Et bon, il est apparu que c'est des fragments qui courent sur une période de 1930 et 1948. Quand même, les 2/3 du texte sont déjà dans les remarques sur la philosophie de la psychologie, donc c'est plutôt la fin. Et ces textes, apparemment, sont des textes, c'est pas c'est des coupes, c'était des fragments de premier choix et pas des fonds de tiroir. Voilà. Et donc, à mon sens, ça donne un aperçu qui n'a pas les qualités de celui des recherches, évidemment. Mais pour entrer dans le dernier Wittgenstein, ça peut être très intéressant. Et on voit ce qui reste des années 30 dans les derniers textes. Voilà, je dirais ça. Parmi aussi les publications et les intérêts que suscite Wittgenstein, il y a des choses tout à fait aussi étonnantes. Par exemple, il y a un livre qui est sorti sur Wittgenstein et l'architecture, puisqu'on sait qu'il avait construit la maison de sa sœur. Donc, c'est tout le rapport. Là, est-ce qu'il y a une forme de pensée dans l'architecture? Il y a aussi la musique, on n'a pas trop le temps d'en parler malheureusement, mais Antonia Soulez, vous avez beaucoup travaillé sur Wittgenstein et la musique, aussi le paradigme musical qui a cette force chez Wittgenstein. Donc voilà, on se dit qu'on peut le prendre par des tas de bouts, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le contraire d'un penseur systématique. Et donc j'aimerais peut-être que, pour terminer l'émission, vous disiez, pour vous, aujourd'hui, puisqu'on sait aussi le titre de votre livre, Elisabeth Régal, État des lieux, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse chez Wittgenstein? Puisque on a les fiches, on a des tas aussi de renseignements biographiques. Quels sont les chantiers? Puisque état des lieux, il y a aussi encore des chantiers. Ou qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Quels sont les textes que vous aimez relire de Wittgenstein? Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement au moment de terminer cette émission? Christiane Chauviré. Moi, en ce moment, je suis plongée dans le problème de la subjectivité. Oui. Comment le problème de la subjectivité chez Wittgenstein se pose dans le Tractatus et puis est requalifié dans sa seconde philosophie. Et pourquoi, bien qu'on ait pu définir Wittgenstein comme un auteur qui lutte contre le mythe de l'intériorité, il y a néanmoins une philosophie du sujet chez lui. Elisabeth Régal. Je suis pas, ce qui m'intéresse, je suis très têtu, c'est un peu bête parce que j'aurais peut-être des voies plus rapides. C'est de la constance. C'est de comprendre comment du Tractatus, les strates, comment ce qu'on disait tout à l'heure avec Galton et bien d'autres choses, la genèse de cette pensée, comment on arrive du point de départ au point d'arrivée. Ça me fascine réellement parce qu'il y a des... On dirait qu'il y a du grand écart, puis c'est pas tout à fait vrai. Antonia Soulez, vous, c'est plutôt de travailler avec Wittgenstein, non, plutôt que sur. Moi, je pense que on a besoin de se construire. Il vient un moment, un âge où on a envie quand même de faire le bilan de ces lectures et de voir ce qu'on peut faire avec. Alors c'est un peu ma manière de voir les choses en ce moment. Je travaille actuellement sur l'importance de la musique pour Wittgenstein, c'est-à-dire d'une part comment la musique fonctionne pour indiquer l'autosuffisance des signes dans le Tractatus, et ensuite, dans la seconde philosophie, l'exécution des ressemblances et des dissemblances par le geste instrumental.
de la philosophie à la manière de la philosophie policière. Peut-être qu'il faut faire cette plongée que j'appelle chaosmique. Dans l'idée qui paraît d'abord... Je vous remercie et je renvoie les auditeurs à vos livres. Ils retrouveront aussi ces références sur le site de notre émission. Christiane Chauvirey, vous avez co-dirigé avec Sandra Logier aux éditions Vrin Lire les recherches métaphysiques. Vous aviez écrit aussi Le moment anthropologique de Wittgenstein chez Quimet en 2004 et puis bien d'autres ouvrages. Elisabeth Rigal, donc Wittgenstein, état des lieux, que vous venez de diriger chez Vrin. Antonia Soulet, je rappelle Wittgenstein et le tournant grammatical au PUF et comment écrivent les philosophes de Kant à Wittgenstein chez Quimet. Signalons donc les publications de Wittgenstein, les fiches, un traduit, présenté et annoté par Jean-Pierre Cometti et Elisabeth Rigal, bibliothèque de philosophie chez Gallimard. Aussi le petit livre aussi Wittgenstein, conférence sur l'éthique en folio plus philosophie avec un dossier de Julien Jiménez. Et Pensée, aussi un livre sur l'architecture, Penser, dessiner, construire, Wittgenstein et l'architecture, dirigé par Céline Poisson aux éditions de l'Éclat.